Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Il faut être aveugle et sourd pour pas comprendre qu'il est en pleine dérive, Jean-Luc Mélenchon. Aucun génocide n'est acceptable, quelle que soit son opinion. Oui, LFI est le premier parti antisémite de France. Rima Hassan est donc notre candidate sur la liste des européennes. Rima Hassan n'a jamais dit que les actions commises le 7 octobre étaient des actions légitimes. Jamais. Elle les a condamnées depuis le premier jour. Cette espèce d'antisémitisme larvé qu'on retrouve dans un certain nombre d'expressions de dirigeants de la France insoumise est un problème démocratique. J'ai l'impression que leur boussole s'est déboussolée. Et donc après l'incident à Sciences Po Paris hier que Jean-Luc Mélenchon a qualifié d'événement dérisoire malgré l'indignation jusqu'au sommet de l'État, une autre polémique éclate. Des membres de la France Insoumise ont participé aux attaques contre Coco pour un dessin sur Gaza publié dans Libération. La députée LFI, Sophie Chikirou, a lancé « Vous n'aurez pas ma haine, mais vous la méritez ». Alors parlons vrai, est-ce que LFI va trop loin? Est-ce que Jean-Luc Mélenchon a perdu toute crédibilité? Est-on dans la provocation permanente? La France Insoumise continue-t-elle à se marginaliser? Vous dites oui à 84%, vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Cette France Insoumise qui se marginalise pour nos auditeurs à 84%, c'est pas votre avis, Philippe Bijat? C'est-à-dire que je suis à chaque fois dans une sorte d'étonnement, peut-être parce que d'abord je suis en effet naïf dans le domaine intellectuel et politique. Je me dis, dès lors, je suis étonné quand des gens indiscutablement intelligents, avec une sorte de systématisme, mettent en œuvre en permanence des propos ou des saillies dont ils savent qu'elles vont provoquer une forme d'indignation. Je me dis, il y a derrière des dessins qui ne sont pas forcément malfaisants. Et pourtant, à propos de Jean-Luc Mélenchon, à la fois j'adhère lorsqu'il dit les polémiques qu'on mène sur Coco et sur ces dérisoires là à propos de Sciences Po, moi-même je ne les perçois pas comme capitales. Deuxième élément, je me demande tout de même s'ils ne sont pas engagés dans un processus délétère où la pensée elle-même ne gouverne plus le langage. Et troisième, et je termine, je me demande s'ils ne sont pas obsédés par une sorte de lutte perverse contre ce qu'ils nomment souvent le deux poids, deux mesures. À force de vouloir que la cause, pour aller très vite, palestinienne soit respectée, ils en oublient qu'ils doivent traiter avec respect l'autre. Voilà, Françoise Devoix. Il me semblait. Mais avec des points d'interrogation partout, hein. Il y a une stratégie qui est évidente de Jean-Luc Mélenchon. Elle est évidente et en plus il est dans la position de quelqu'un maintenant qui brûle ses vaisseaux. Vous savez, cette radicalisation, une fois que vous avez mis le doigt dedans, quand vous êtes dans la seringue, vous êtes obligé d'aller jusqu'au bout. La cause palestinienne, si vous voulez, ça va au-delà de l'antisémitisme ou de l'antisionisme. On rejoue éternellement la même pièce de la lutte anticapitaliste, anti-impérialiste. Les Américains, c'est le grand méchant, c'est en permanence cela. Évidemment, Israël, vassal, dans le mot de LFI des Américains, est à combattre. Donc on est au-delà de l'antisémitisme. Par ailleurs, je pense, moi, que vous êtes un peu naïf. Tout est pensé dans ce qui est écrit. Rien n'est émotionnel. Je parle pas de Thomas Porte, David Guiraud, tout ça, qui commettent des erreurs, qui en plus de ça comprennent souvent rien à rien. Chez Jean-Luc Mélenchon, c'est pensé. Même si c'est pas lui qui tweet, tous les tweets lui sont soumis. Quand il parle d'incidents dérisoires, il y a un rappel évidemment du détail de l'histoire de Jean-Marie Le Pen qui se fait immédiatement. Quand Sophia Chikirou parle vous n'aurez pas notre haine mais vous la méritez, c'est d'une perversion totale. C'est non, et c'est Charlie et c'est Bataclan aussi. C'est les massacres. Vous adressez à Coco Boer, à Coco qui en plus est une rescapée de Charlie. Vous ne faites pas ça pour rien. Donc moi, mon point de vue, c'est que la France insoumise de toute façon est obligée de faire l'impasse sur les européennes parce que traditionnellement c'est pas son électorat qui va voter. Et que tout ça, ce sont des causes plantées pour la présidentielle, avec l'idée folle, de mon point de vue, qu'en appuyant sur cette fracture palestinienne dans notre pays, eh bien, ils vont arriver à récupérer les 300 000 voix qui leur permettraient d'être au second tour. Ils seront même pas à la sortie du premier. Vous verrez. Sébastien Ménard. On assiste depuis, et votre serviteur a assisté à ça en direct. Candidat aux élections législatives en Seine-Saint-Denis en 2017, je l'ai vécu.
on est dans une dérive clientéliste, purement clientéliste. Et quand on voit les thématiques poussées, défendues, et parfois les prises de position ou les attitudes les plus nauséeuses qui soient, elles s'inscrivent dans un calcul politique. Oui, elles sont pensées. Dans une démarche purement électoraliste. Je m'explique. Et c'est ça que le problème n'est pas tant, et je vais peut-être faire saigner quelques oreilles, mais n'est pas tant d'avoir en face de nous des politiciens qui font de la politique. C'est pas ça le problème. Ce qui est gênant, c'est que ça correspond à une attente dans nos banlieues. Ça correspond à une audience populaire dans nos banlieues, à qui, force est de constater, tous les grands partis, de la gauche de gouvernement jusqu'à la droite de gouvernement, n'a finalement pas su parler. On n'a pas su. Il y a eu des fameux grands soirs où vous aviez des candidats à l'élection présidentielle mainstream. 86% de participation en 2007. Françoise, avant cela, Chirac. Voilà, Chirac. C'est-à-dire le fameux 21 avril. Voilà. Non, mais Ségolène parlait aux banlieues, par exemple. Tout ça c'est fini. Et la conséquence. Je le dis souvent, j'utilise souvent cette formule d'une inconséquence. Voilà, un certain nombre de prédécesseurs ont été inconvenants, inconsistants avec tous ces publics qui sont des publics qui sont des Français, souvent les plus en souffrance économiquement, scolairement, même sur le logement, sur la sécurité, etc. Et aujourd'hui, on est dans un pur calcul politique de la France insoumise. Et quand je dis aujourd'hui, ça a démarré il y a un peu plus de 6 ans maintenant. Non, je pense que la bascule, elle se fait vraiment pour 2022. Olivier de Bordeaux, 0826 300 300 est avec nous. Olivier, vous vouliez réagir. Bonjour, bienvenue. Oui, bonjour. C'est bien, vous êtes unanimes tous. Donc je vais apporter un peu de contradiction. Alors moi, je suis personne dans la France insoumise, je calcule pas. Déjà. Mais je pense que on pourrait retourner la question en disant qu'à force de ne pas oser critiquer la politique actuelle d'Israël et surtout ses conséquences, donc quand même, tout en on a l'impression qu'on n'a pas le droit de faire ça. Bien sûr, moi je condamne le 7 octobre, les horreurs. Les deux sont compatibles. Je crois qu'il faut pas se cacher derrière l'antisémitisme qui devient à un moment donné l'argument fourre-tout. Et je pense que c'est insulter et les électeurs et la direction de la France insoumise que de penser qu'ils sont dans un antisémitisme primaire à des fins électoralistes, parce que ça sous-entend aussi que ces abstentionnistes-là qu'on essaie d'aller chercher à un moment donné, on attend d'eux qu'ils soient précisément antisémites ou non. C'est pas une histoire de pro-palestiniens, calcul électoral. On est dans un moment d'histoire très important où, suite à ce qui s'est passé au 7 octobre, la situation est devenue plus qu'explosive. On est dans un massacre avec des innocents qui sont tués tous les jours, avec des horreurs. Et moi j'interpelle les médias là-dessus, les médias français, mais l'histoire, elle gardera tout. Comment vous positionnez par rapport à ça à un moment donné? Est-ce que le fait de donner un soutien, je vais pas dire inconditionnel parce que le terme était déjà usité, mais de donner un soutien systématique à Israël, ne pas oser critiquer Israël quand Israël déconne, je suis désolé, vous ne rendez pas service en plus, vous ne rendez pas service. Moi je suis stupéfait que ce qui s'est passé à Sciences Po par exemple puisse faire l'objet d'une information. On est dans une France qui se paupérise, on a une guerre en Ukraine, on a, je suis désolé, on va pas me faire croire que le problème de Gaza est en train de se répercuter sur la politique française. Il l'est entre politiques, mais pas chez les Français. Chez les Français. Vous pensez justement qu'on n'aurait pas dû parler de l'affaire de Sciences Po, ou vous pensez, tiens justement, comme Olivier de Bordeaux, que LFI n'est pas dans la provocation? Appelez-nous au 0826 300 300. Philippe Bilger.
Mais moi, rapidement, je suis très intéressé par ce que vient de dire Olivier, et notamment par la forme qu'il utilise. Je me demande parfois si, au fond, ce qu'on reproche à la France insoumise, c'est pas précisément de choisir délibérément de ne jamais répartir également la charge. Je veux dire par là qu'au fond, souvent, je suis moins gêné par le fond de ce que dit LFI que par le fait que, de manière ostentatoire, LFI accepte de donner l'impression d'une incomplétude intellectuelle et politique. Comme si la donnée reviendrait à tomber au fond, dans une sorte de macronisme. Je voudrais répondre à Olivier. D'abord, tout le monde condamne Netanyahou. Hein. J'ai pas entendu, à part sur certains plateaux de droite et de droite extrême, Netanyahou est condamné de façon unanime. Le gouvernement de Netanyahou d'extrême droite est condamné de façon unanime. Il faut pas être binaire et polarisé. Je vous parlais de génocide, Olivier. On peut dire que faire toute une campagne des Européennes en parlant du génocide, c'est une honte. On peut parler de carnage. On peut parler d'enfer de Gaza, la famine maintenant qui s'installe à Gaza. Coco, d'ailleurs, son dessin, il porte sur la famine qui s'installe à Gaza. On a le droit de le dire, mais on n'a pas le droit d'utiliser. Mais on n'a pas besoin. Quand vous dites il s'est rien passé à Sciences Po, c'est complètement dingue. Tous les gens qui nous rapportent de Sciences Po, j'ai pas dit ça. Tous les gens, Olivier, ça devrait être un événement tous les jours. Après le 7 octobre, 2 jours après, Olivier, vous allez pouvoir répondre. Il y a des affiches dans Sciences Po, gloire au Hamas qui vaincra. L'occupation de l'amphi avant-hier, c'est une occupation avec des étudiants masqués, avec des mots qui sont intenables à entendre. Est-ce qu'on a le droit de vous dire et de répondre que Israël n'est pas un État qui pratique l'apartheid et ne pratique pas un génocide? Est-ce qu'on peut s'entendre sur les mots? Est-ce que vous pensez que Israël a décidé d'éliminer les Palestiniens? On a le droit de pas être d'accord avec cette analyse de la France insoumise. Et par ailleurs, de la part de Jean-Luc Mélenchon, qui était un laïcard incroyable il y a encore 10 ans, de la part de Jean-Luc Mélenchon, utiliser cette souffrance et cette tragédie du Proche-Orient pour raviver les plaies et faire voter dans les quartiers, je vous le redis, c'est lamentable. Pour moi, franchement, c'est une grande désillusion. J'aimais beaucoup Mélenchon, je trouvais qu'il était très juste sur le social. Il finira, la France insoumise continuera et finira aux poubelles de l'histoire si elle continue sur ce registre. On ne peut pas s'amuser avec ça. Allez, Olivier. C'est Sébastien Ménard qui applaudit. Quelle tirade c'est pas une tirade, c'est mon cœur qui parle. Je pense que j'ai soutenu la France insoumise contre Vence et Marée depuis des années. Plusieurs choses. Je ne minimise pas ce qui s'est passé à Sciences Po. J'ai dit qu'on en avait fait un non-événement. C'est pas la même chose. De la même façon, si vous voulez. On en a fait un événement, ce que vous dites, et non un nous. Voilà, oui, pardon. Pardon, excusez-moi. Merci de m'avoir corrigé. Très sincèrement, si on devait faire autant de fois à chaque fois que quelqu'un se fait traiter de sale arabe, de sale noir ou de sale musulman, je suis d'accord avec vous. Alors moi, je m'insurge à un moment donné, si vous voulez, s'il y a des choses à traiter à Sciences Po, il faut aller les traiter à Sciences Po. Ils ont des règles, ils ont des gens, voilà. Après, la caricature des gauchos islamophobes, si vous voulez, à chaque fois qu'on parle de ce sujet, moi, est-ce qu'on a le droit aussi, Françoise, je reprends votre expression, est-ce qu'on a le droit de ne pas partager votre analyse, de ne pas partager votre vocabulaire et de pouvoir argumenter avec l'histoire? Et il ne s'agit pas de critiquer Netanyahou, il s'agit de critiquer la politique de Netanyahou. Et la politique de Netanyahou, aujourd'hui, quand on voit le nombre de morts, alors qu'on sait qu'ils ont tous les moyens, qu'ils arrivent à savoir combien il y a de personnes dans un bâtiment, s'ils sont petits, s'ils sont grands, etc. Quand on voit le nombre de civils tués, mais excusez-nous de... Les amis, on a Sylvie qui est au standard aussi. Je voulais juste te dire à Olivier... Est-ce qu'il y a une intention de leur part? Non. Il y a une intention de raser Gaza. Je crois pas qu'il y a une intention génocidaire. Voilà, c'est la différence entre vous et moi. Ils ont une intention de raser Gaza. Ils ont un projet qui est religieux. Olivier, il n'y a aucun projet religieux. C'est intéressant. C'est bien de ne pas être d'accord. On n'est pas d'accord, voilà. Olivier, si vous permettez, s'il vous plaît, Olivier, on va laisser la parole à Sylvie au 0826 300. Pardon Sylvie de vous avoir fait attendre si longtemps. Sylvie, votre approche sur la France insoumise dans ce domaine?
Ils ont un langage qui malheureusement est outrancier. Il pourrait y avoir des choses intéressantes et quelqu'un l'a déjà dit sur le fond. Effectivement, apparemment, et je mets toutes les pincettes nécessaires, la personne en question d'une association juive aurait eu tendance à faire des photos et après les personnes des pro-palestiniens se retrouvent harcelées. Donc ça n'excuse pas ceci, mais je veux dire, on est dans d'une surenchère permanente au niveau du vocabulaire. On n'a plus aucun recul sur rien. A-t-on encore le droit? C'est une très bonne question. A-t-on encore le droit de critiquer certaines choses, et surtout après le 7 octobre, concernant Israël, sa politique, sa colonisation? Est-ce que si on s'autorisait à ça, ça nous autoriserait aussi, ou ça ouvrirait une porte à se poser des questions sur ce qui se passe en Ukraine? Mais bon, là, je pars trop loin. Mais sur LFI, effectivement, c'est dommage parce que sur le fond, il y a des choses intéressantes qui seraient à dire, mais ils sont dans une forme qui est outrancière, clientéliste, qui les rend mais inaudibles. Et c'est vraiment dommage parce qu'ils pourraient participer de manière plus constructive au débat politique puisqu'ils ont des positions qui, par ailleurs, sont tout à fait d'actualité et intéressantes à entendre sur d'autres sujets, l'Ukraine, nos engagements, etc. Et ils sont en train de se rendre complètement inaudibles en étant dans une forme de révolution verbale permanente. Voilà. Merci beaucoup Sylvie, et je tiens à souligner la qualité de nos auditeurs. Merci beaucoup Olivier.